La Pia à tous, moi c'est Nelly qui ai créé donc la plateforme Afro-Chronique où je partage mes recherches sur l'histoire de l'Afrique ou de Kama plutôt, on va utiliser les bons termes. Donc où je partage mes recherches sur l'histoire de Kama et de sa diaspora. Et mon objectif c'est de partager l'histoire entre guillemets décolonisée, c'est-à-dire qu'il soit la plus éloignée de ce qu'on nous a raconté, soit dans les médias, soit à l'école, où finalement le peu qu'on nous raconte de Kama, ça va être toujours la partie esclavage, colonisation, et en plus de ça, même cette partie-là est complètement biaisée, parce que comme on dit, ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et malheureusement on a été vaincus. Donc l'objectif c'est d'offrir un autre regard, une autre perspective sur notre histoire, sans pour autant aller dans l'extrême inverse où tout est beau, tout est joli, etc. Mais c'est vrai que, étant donné que je suis née, j'ai grandi en France et que j'ai baigné dans cette atmosphère de l'Afrique, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe. On a toujours été mis en esclavage. Moi, quand j'ai découvert la grandeur de notre histoire, je me suis dit c'est pas normal que je découvre ça maintenant. Et il faut qu'un maximum de personnes aient accès à ces connaissances-là. Et disons que j'ai voulu donner ma contribution parce que j'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé l'histoire. Et je me suis dit, écoute, y a certainement plein de personnes qui savent pas par où commencer, qui ont pas le temps ou l'énergie ou qui croient ne pas aimer lire. Donc autant leur permettre d'avoir accès à un maximum de connaissances et je l'espère leur donner envie d'aller plus loin et de faire leurs propres recherches. Donc mes deux objectifs avec Afro-Chronique, c'était d'avoir des informations qui soient à la fois fiables et accessibles. Donc c'est-à-dire que n'importe qui, quel que soit notre âge, quel que soit notre niveau d'études, puisse avoir accès à ces connaissances et en même temps qu'elles soient valides. Parce que moi, c'est vrai que je l'ai pas encore dit, mais je n'ai absolument aucun diplôme, ni dans l'histoire, ni dans l'archéologie, ni dans l'égyptologie. J'ai même un bac+2, donc je suis pas allée très loin dans les études. Rien à voir ni avec la littérature, ni avec l'histoire, vraiment. Mais le but, c'est quand même d'avoir un maximum de matière qui puisse me permettre de dire voilà pourquoi je dis ça aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois ou dans 1 an, je dirai autre chose parce que j'ai plus de connaissances là-dessus qui me permettent de nuancer. Mais à l'heure actuelle, j'essaye vraiment dans 100% des cas que tout ce que je dis soit justifié par des sources et des sources qui elles-mêmes soient quand même assez valables. C'est pas Wikipédia, quoi. La première chose qui m'est venue en tête, c'est le manque de modèles, en fait. Le manque de modèles de réussite. Et après, quand on voit dans le monde occidentalisé, finalement, qu'est-ce qui peut véritablement avantager... Je sais pas par où passer. Finalement, qu'est-ce qui véritablement peut aider le couple kamite à se construire déjà et à durer le temps qu'il est censé durer, c'est-à-dire toute une vie. Parce que on grandit avec des schémas qui ne sont pas les nôtres, des schémas occidentaux d'amour qui sont très malsains. Finalement, quand on voit dans les dessins animés, puis après dans les films, les séries, etc., quels sont les schémas qu'on nous montre de l'amour, qu'est-ce qui est censé être l'amour. Moi, je sais que j'ai dû vraiment déconstruire ma vision de l'amour parce qu'il était complètement biaisé, tu vois. Et ça, tu le vois, quand on est petit, on nous fait croire qu'il y a un prince charmant qui va venir nous sauver, alors qu'en plus que quand tu regardes ça en étant adulte, tu te dis mais c'est de l'amour ça ou c'est du viol, tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs un peu bizarres qui se passent dans les dessins animés. Et après, on met les femmes dans une position d'attente. On met les hommes dans une position de finalement la vie de la personne en face, je m'en fiche, de toute façon je suis le prince charmant, je peux faire un peu ce que je veux avec la personne. Et puis après on nous fait croire que l'amour finalement ça doit être du drame, ça doit être des engueulades. Finalement quand tu lis les livres ou quand tu regardes les films ou les séries, t'as l'impression que l'amour qui mérite le plus d'être raconté, c'est l'amour triste, tu vois, l'amour dramatique, l'amour qui se finit mal. Il y a même une chanson qui dit ça. Les histoires d'amour finissent toujours mal. Mais pourquoi? Tu vois? Mais ça, c'est pas notre paradigme, en fait. Et du coup, quand on a grandi là-dedans, même si je pense, on se revendique kamite, finalement, on a grandi dans un paradigme kamite. Même si on n'a pas grandi en Occident, je le dis encore une fois, le meilleur moyen de nous faire partager un paradigme, c'est par les médias, par le soft power, tu vois.
Et finalement, même en étant kamite, on se rend pas compte qu'on a énormément de choses à déconstruire parce que c'est vrai que on va se concentrer sur l'aspect des connaissances, notre histoire, notre culture. Mais finalement, une chose qui est finalement la plus importante, qui est l'amour, on sait pas comment on fait en fait. Comment on fait pour élever une famille? Comment on fait pour s'aimer soi-même déjà? Comment on fait pour aimer l'autre? Et pas juste pour un an, mais pour toute une vie? Et comment on fait pour construire quelque chose avec cette personne, tu vois? Puis on oublie aussi que l'amour, c'est un choix politique, en fait, tu vois. C'est pas juste, je suis avec cette personne parce que je l'aime, parce qu'on sait que l'amour, ça dure pas Enfin, l'amour se transforme, tu vois. Donc, si on ne base nos choix de couple que parce que cette personne me plaît, on sait que ça va pas durer. Et on sait qu'il y a toute une construction politique à faire, une construction politique et une construction aussi... finalement, qu'est-ce qu'on veut de vision, etc. Donc, c'est pour ça que être kémite ne suffit pas, enfin, en tout cas, selon moi, être kémite ne suffit pas à construire un bon couple. Parce qu'on sait que malheureusement, ce que je te disais tout à l'heure, notre communauté, elle est malade, tu vois. Et ça, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de gens, ce que je dis, tu vois. Ça va pas plaire à beaucoup de monde de dire que notre communauté est malade et qu'elle a besoin d'être guérie. Et tant qu'on n'aura pas compris ce processus indispensable de guérison, on pourra faire les plus beaux couples du monde, mais ça va pas aller très loin, je pense. Alors que c'est la base. Ça, je l'ai souvent répété sur Instagram, que on veut tous un continent fort. Donc, on va dire une nation forte. Mais une nation forte, c'est des familles fortes, et des familles fortes, c'est des couples forts. Donc, ça veut dire un homme et une femme kamite qui ont guéri de leurs blessures et qui ont une vision sur du long terme de leur couple et qui savent qu'ils ne sont pas ensemble juste parce qu'ils se plaisent ou même qu'ils s'aiment, parce qu'ils sont ensemble pour une vision beaucoup plus large de leur simple vie de famille ou de quoi que ce soit, tu vois. En tout cas, c'est ma vision. Donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui porte le plus préjudice au couple kamite actuel, qu'il soit déjà formé ou pas? C'est le manque de connaissances sur finalement qu'est-ce que c'est vraiment que l'amour et qu'est-ce que c'est vraiment qu'un couple. Et finalement, le manque de guérison, tu vois. Alors, ça me semble important de préciser une chose qui, je sais, ne va certainement pas plaire à tout le monde, même si je vais répondre à la question. Hein. Mais je pense que le rôle de la femme et du coup de l'homme, parce que voilà, je pense que c'est d'abord au couple, à l'entité du couple, là, la femme et l'homme, de le déterminer, tu vois. Parce que finalement, on pourra dire ce qu'on veut, c'est de la théorie, tu vois ce que je veux dire? C'est de la théorie qui est là pour une raison, parce qu'il y a des expériences avant, etc. Mais aujourd'hui, on a évolué dans un environnement qui n'était pas à notre avantage, qui était même un environnement de prédation. Et qu'on le veuille ou pas, il y a certaines choses qui ont changé, qui font que, pour moi, le plus important, c'est que le couple soit en harmonie et dans la complémentarité. Au-delà de la théorie qu'on peut nous raconter. Parce qu'on nous dit beaucoup de choses dans les livres, mais qu'on nous montre les couples qui fonctionnent exactement comme ça et qui sont heureux, tu vois. Donc, ça me semble important de préciser que l'essentiel, c'est que dans le couple, ça fonctionne, ce soit la complémentarité, l'harmonie, l'équilibre, et que les deux trouvent leur équilibre à eux. Après, par rapport à mes recherches et par rapport à ce qui résonne le plus pour moi, le rôle de la femme, on sait que l'énergie féminine, parce que c'est pas femme, voilà, c'est la femme, mais en tant qu'énergie féminine, en tant que principe féminin, c'est une énergie magnétique. C'est-à-dire que c'est une énergie qui va attirer l'énergie, du coup, et qui va la décupler. J'en parlais du coup hier avec une sœur, que l'homme donne un spermatozoïde à une femme et la femme en fait un enfant, tu vois. Donc c'est une énergie de réception et qui va être en mesure de multiplier cette énergie-là. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de parler de l'énergie féminine sans parler de l'énergie masculine. Mais on va dire ça, c'est un principe. C'est le principe féminin de réceptivité et d'être capable de décupler ça. Mais ça veut dire que la femme doit avoir l'environnement et du coup doit avoir l'homme qui lui donne l'énergie positive. Parce que finalement, que ce soit une énergie positive ou une énergie négative, elle va être capable de le décupler. Donc ça veut dire que le rôle de la femme, c'est d'être un petit peu cette capacité à recevoir l'énergie et à la redistribuer après à ses
à son homme et à son foyer et à toute sa communauté. Donc finalement, quand on comprend ça, on voit que la femme, c'est un pilier. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose par rapport au rapport entre le soleil et la lune. Donc on sait que le soleil, ça représente, dans notre paradigme en tout cas, ça représente le principe masculin, et la lune, ça représente le principe féminin. Et on nous dit la nuit, on sait que la lune est éclairée parce que en fait, elle reflète la lumière du soleil qui n'est pas présent au moment où il fait nuit dans un certain lieu donné. Et du coup, c'est ça, c'est que le soleil va donner une énergie et la lune va la garder et la redistribuer pour que tous ses enfants aient accès à cette lumière-là, que le soleil n'est pas en mesure de lui donner au moment de la nuit. Et il y a aussi quelque chose de très intéressant que j'ai lu dans un livre de Nsaku Kimbembe, que j'ai eu l'honneur d'échanger avec lui récemment. Dans un de ses livres, il explique que derrière le soleil, entre guillemets, blanc qu'on voit tous les jours, ou presque, il y a un soleil noir, et ce soleil noir, il est féminin. Donc, c'est-à-dire que même derrière le soleil qui est considéré comme la puissance et la démonstration du principe masculin, en fait, il y a un principe féminin qui est derrière. Et c'est ce principe féminin qui donne l'énergie au soleil et qui va être en capacité d'illuminer. Et moi, quand j'ai lu ça, j'ai fait « waouh !» Donc, en fait, derrière chaque énergie, il y aura toujours le principe féminin derrière. On va peut-être pas le voir, on va peut-être même pas savoir qu'il est là, mais il est là quand même. Donc finalement, le rôle de la femme, si je devais résumer ça vraiment très rapidement, c'est un peu celle qui va être en mesure de diriger l'énergie vers où elle le veut pour le couple. Donc ça, c'est en termes énergétiques. Donc on se rend compte que la femme, elle a la capacité de capter l'énergie et de la redistribuer. Mais il faut qu'elle soit assurée que l'environnement dans lequel elle est et les personnes dans son entourage soient dans une énergie bienfaitrice pour elle-même redistribuer cette énergie bienfaitrice. Donc il y a le rôle de la femme, c'est aussi d'être capable de s'entourer des bonnes personnes et du coup du bon partenaire pour savoir que l'énergie que son partenaire va lui donner va être bienfaitrice et va permettre au couple de se construire, parce que l'homme de toute façon n'a pas cette capacité de garder cette énergie-là et de la décupler comme la femme. Encore une fois, c'est toujours un travail complémentaire de toute façon, une œuvre complémentaire. Après, dans la version, on va dire, beaucoup plus factuelle de mes recherches, donc là, c'est là qu'on arrive au matriarcat, au système matriarcal, où on nous dit finalement que la femme, c'est le pilier de la société et qu'elle a un rôle absolument déterminant, justement par toutes ces propriétés que j'ai dit et parce que plus historiquement parlant, c'est elle notamment qui a découvert l'agriculture, c'est elle qui a permis à tous les peuples de Kama d'être dans la prospérité et de ne pas dépendre de la chasse, etc., qui était beaucoup plus incertaine. Donc la femme aussi a une connexion très particulière avec la nature, parce que on sait que c'est une Zambie sur terre, la femme, étant donné que c'est elle qui porte la vie et qui la donne, et qui est aussi capable de la préserver, parce que l'allaitement est un moyen de préserver l'enfant. Et en plus de ça, au-delà de l'allaitement, il y a aussi l'aspect agriculture, parce que c'est vraiment sur la femme que la durabilité du foyer et de la communauté a pu être assurée, encore une fois, grâce à l'agriculture, à la maîtrise de l'agriculture, à la connaissance des plantes pour guérir, etc., etc. Donc quand on a tous ces aspects-là, on sait que véritablement la femme, c'est le pilier. Non pas que l'homme n'ait pas une importance et n'ait pas un rôle capital, mais il y a quelque chose qui est un peu au-dessus. Soyons honnêtes. De toute façon, tous les savants le disent. Hein. C'est pas moi qui ai envie de le sortir. Tous les savants le disent que le rôle de la femme, il est central pour tous les aspects que j'ai essayé d'énumérer en n'étant pas trop longue, désolée, en essayant de ne pas être trop longue. Donc à partir de ce moment-là, la femme, et je vais redire ce que tu as dit tout à l'heure en off, c'est qu'il y a ce côté de pilote en fait. Elle a la capacité de savoir où est-ce qu'on doit aller, elle a la capacité de conseiller aussi, parce qu'il faut savoir que même si ce sont des hommes qui prennent les décisions officiellement, mais ils en viennent toujours aux femmes, quand ils ont des problèmes et qu'ils n'arrivent pas à trouver de solution. Donc la femme, c'est ce côté et puis il y a le côté réceptif, d'être capable de voir des choses que l'homme ne verra pas, de trouver la bonne direction à avoir, de capter cette énergie-là, de la décupler pour toute la communauté et de nourrir et de préserver toute la communauté grâce à ces
à ses dons, grâce à ses pouvoirs d'énergie féminine. Le rôle de l'homme. Donc, comme je disais juste avant, il y a une énergie de complémentarité. On a un principe de complémentarité entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Ah oui, parce que je rappelle, on a tous un aspect positif et un aspect négatif en nous. C'est juste que les femmes sont censées plus avoir un principe féminin qu'un principe masculin. Mais c'est vrai qu'une des perversions actuelles, c'est que malheureusement les femmes, et je me comprends, je suis dedans, ont plus leur énergie masculine parce que la vie occidentale, le fait justement d'avoir bercé un peu dans un truc de on peut pas faire confiance aux hommes, il faut se débrouiller par nous-mêmes, etc., ce qui fait que malheureusement, et je crois particulièrement dans notre communauté, les femmes sont entre guillemets trop, après chacun fait ce qu'il veut, dans leur énergie masculine, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile après de construire une relation stable et solide avec un homme, parce qu'il faut aussi laisser la place à l'homme d'avoir son rôle. Parce que c'est ça un petit peu le problème, parce qu'il y a nous, on est trop dans notre énergie masculine, mais aussi parce que l'homme, malheureusement, avec toute la colonisation, l'esclavage, etc., fait que on sait tous les problèmes qu'il y a, l'homme qui va partir un peu du jour au lendemain, ou qui va faire des crasses, etc. Ce qui fait que aujourd'hui, une des grandes guérisons qu'on doit faire, surtout dans notre communauté, c'est le fait de rétablir cet équilibre-là et redonner à l'homme sa véritable place, notamment dans le foyer. Parce que on a été habitué, même quand les couples sont ensemble, de voir beaucoup la femme très très active, notamment avec les enfants, dans l'organisation du foyer, etc. Mais l'homme en retrait. Et en tout cas, moi, de ce que je comprends et de ce qui résonne avec moi, c'est pas ça la véritable place de l'homme. L'homme a autant sa place dans le foyer et une place dominante. Je vois pas pourquoi on devrait plus voir la femme que l'homme, en fait. Dans ma vision des choses. Après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez chez vous. Mais moi, dans ma vision et de ce que je comprends, on voit beaucoup trop les hommes en retrait et ils ne sont pas assez dans cette énergie masculine aussi, d'être en capacité de prendre des décisions, d'avoir aussi, d'apporter des ressources. Comme je disais, c'est une énergie électrique. Donc, c'est une énergie qui va être capable de produire de l'énergie. Donc, on va parler, apporter des ressources. Donc, ça peut être des ressources financières, etc., trouver un logement. Enfin, voilà, tous ces aspects-là, très concrets, très matériels, que de ce que je comprends, le principe masculin va être en mesure de faire beaucoup plus facilement que le principe féminin, qui va être plus dans une énergie de recevoir et d'être capable d'embellir, du coup, ce qu'a donné l'homme. Mais je pense pas qu'il y ait une question de l'un va être plus créatif que l'autre. Mais après, en termes d'énergie, c'est juste que l'homme va être capable d'apporter de l'énergie, en fait. Et après que la femme va transformer. Mais encore une fois, c'est complémentaire, en fait. Il y a pas. Mais je pense que cette créativité-là, dans un principe féminin, tu l'as justement. Par exemple, je donnais un exemple tout à l'heure par rapport au fait que l'homme va donner quelque chose, la femme va le décupler. Imaginons c'est l'homme qui trouve l'appartement, et la femme va pouvoir embellir l'appartement par la décoration, par ces aspects-là qui sont plus dans une énergie féminine. Donc la créativité, elle est là quand même, tu vois. Mais pour moi, la créativité, elle est dans les deux. Je pense, À partir du moment où on comprend cette histoire de complémentarité et non d'égalité, même moi, j'ai encore récemment, j'étais dans ce truc d'égalité, mais en fait, c'est que l'égalité, elle n'est pas elle n'est pas ce qu'on nous fait croire, en fait. On n'est pas égaux, et c'est ça la beauté. C'est ça la beauté de la nature, en fait. Rien n'est égal. Même un arbre, tu retrouveras jamais le même arbre. Tu retrouveras jamais la même feuille. Parce on a justement ce principe d'unicité qui nous renvoie à l'un qui a construit tout ce qui a bâti, qui a réalisé tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Un truc très important, ce rôle de l'homme. Il y a aussi un rôle de protection, mais une protection qui va être, encore une fois, différente de l'énergie féminine, qui va être une protection active. C'est-à-dire que je pense que je peux dire que nous, les femmes, on a besoin de se sentir protégées quand on est avec notre homme, et que si je me sens en danger, je peux me reposer sur l'homme pour me protéger. Et donc, je pense qu'il y a une notion de protection, et c'est pour ça que même si dans notre histoire, il y a eu beaucoup de femmes guerrières, mais c'est pour ça qu'on va voir beaucoup plus d'hommes dans l'armée, parce qu'il y a cette énergie masculine qui permet de protéger toute une nation, ce qu'on verra beaucoup moins avec les femmes. Donc, protéger le couple, protéger le foyer et protéger la communauté. Justement, c'est ça que je voulais dire au début par rapport au rôle de la femme et au rôle de l'homme, c'est que dans les actes, à partir du moment où on
choisi de respecter un principe de complémentarité. Finalement, les tâches, je pense que c'est au couple en lui-même de décider. Ce qu'on va dire globalement, c'est que la femme, du coup, elle va être beaucoup plus dans le foyer, c'est-à-dire, par exemple, on va parler de la cuisine, etc. Même si, dans les textes kamites, en fait, c'était plutôt l'homme qui cuisinait. Donc ça peut étonner beaucoup de personnes parce qu'il y en a qui disent oui, c'est à la femme de cuisiner parce qu'elle va être capable de donner l'énergie et toute la vitalité dont l'homme et ses enfants ont besoin. Donc on peut être d'accord avec ça ou pas, c'est pas. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup dans cette imagerie-là, alors que moi, en tout cas, de mes recherches à Kemet, non pas que la femme ne faisait pas la cuisine, mais dans l'aspect de cuire, donc littéralement cuire, c'était l'homme qui était en charge de ça. Donc même dans les tâches, à l'intérieur des tâches, il y avait complémentarité. C'était pas, je sais pas, la femme fait toute la cuisine et l'homme, je sais pas, il s'occupe d'aller chasser en fait. C'est que même dans ces aspects-là, par exemple, quand on parle de chasse, en effet, c'est à l'homme d'aller chasser parce que la femme accueille la vie et elle ne peut pas la tuer par principe de respect en fait des lois de la nature. Mais on sait que par contre, quand les hommes allaient chasser, les femmes aussi leur donnaient des bénédictions pour que tout se passe bien. Donc en fait, dans toutes les tâches, il y a complémentarité. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Enfin, en tout cas, c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent en fait. Et après, chacun fera avec son ou sa partenaire ce qui leur semble le plus harmonieux pour eux. Du coup, par rapport à cette question, on va dire la réponse, elle est dans la question. Là, on parle de kamites et on parle de locoderme. Et par définition, ce sont deux choses complètement différentes. Quand on parle de paradigme, c'est bien aussi de rappeler ce que c'est. C'est une vision, une manière de voir le monde, une manière de concevoir tous les aspects du quotidien, en fait, notamment le couple. Et comme je le disais au début, quelle est la vision du couple que l'Occident nous renvoie ? Et ça revient à ce que je disais, c'est-à-dire que dans les dessins animés, ça va être finalement la femme, elle sert pas à grand-chose, clairement. Ensuite, plus tard, on va avoir soit le cliché encore d'une femme assez très soumise, qui n'a pas son mot à dire, ou à l'inverse d'une femme complètement castratrice. Donc finalement, dans les deux cas, moi, je n'ai jamais vu en tout cas, j'ai rarement vu des exemples sains de relations, en tout cas comme dans les modèles, enfin dans ce qui est censé être les modèles. Les dessins animés sont censés être des modèles, les films sont censés être des modèles, les livres sont censés être des modèles. Et à chaque fois, ça finit mal, tu vois. Donc si je me dis que pour eux, le modèle d'une relation, c'est que ça doit finir mal, c'est bien qu'il y a un problème. À l'inverse, l'exemple des relations, dans notre paradigme, on en a plein, notamment à Kemet, avec les illustrations, où on voit les pharaons, donc qui représentent l'autorité de l'État, qui soit se représentent avec leur mère, soit se représentent avec leur épouse. Où on va voir justement même la mère, où il y a cette fameuse statue, où en fait on voit que, alors il me semble que c'est l'épouse du pharaon qui tient le pharaon par l'épaule. Donc dans cet aspect de protection, mais cette fois de protection féminine, c'est-à-dire que certes c'est lui l'autorité, mais c'est grâce à moi qu'il l'a. Tu vois ce que je veux dire ? Donc finalement, rien que par une statue, on voit que le paradigme est complètement opposé. Aujourd'hui, alors en Occident, il y a un peu deux extrêmes deux extrêmes, plus ou moins, on va dire. Il y a deux visions qui s'opposent. Une première vision qui va nous dire, la femme, en fait, elle sert pas à grand chose parce que c'est le patriarcat et le patriarcat est né dans un environnement extrêmement hostile, où l'homme devait tout faire parce que c'était l'homme qui allait chasser, parce que la chasse était le seul moyen de pouvoir subvenir à ses besoins, et la femme ne servait pas entre guillemets à grand chose, et si elle était enceinte, en plus de ça, ça voulait dire une bouche en plus à nourrir. Donc on voit quand on étudie vraiment l'origine du système patriarcal et l'origine du système matriarcal, on voit que tout les oppose en fait. Donc du coup, à partir de ce moment-là, donc soit on est encore, et j'entends encore des gens qui disent ça, que la femme ne sert pas à grand-chose en fait. Et puis à l'opposé, on a ce côté de voilà, l'homme et la femme ne s'aiment pas, l'homme est constamment là pour écraser la femme, il faut qu'on soit complètement indépendante de l'homme, etc. C'est des choses que moi-même j'ai pensé, donc entre guillemets, je sais de quoi je parle parce que c'est aussi dans ce terrain-là que j'ai vécu, non pas que je voulais pas être avec les hommes, etc., mais dans ce côté de pas pouvoir être vulnérable avec les hommes, de pas pouvoir faire confiance aux hommes parce que si on dépendait trop de l'homme,
finalement, on risquait pour nos vies parce que l'homme pouvait nous écraser à n'importe quel moment. Et ça ne vient pas de nulle part, ça vient encore de cet esprit de prédation patriarcale qui est que l'homme avait le droit de vie ou de mort sur sa femme quand même. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des choses qui restent dans notre inconscient et jusqu'à aujourd'hui. Donc, du coup, on a un petit peu ces deux opposés-là en Occident où on va nous dire d'un côté, finalement, la femme ne sert pas à grand-chose et où elle doit rester à la maison enfermée. Et à l'autre côté, où finalement, mieux vaut que la femme puisse être complètement indépendante, qu'elle soit complètement autonome et qu'elle ne dépende jamais d'un homme. Dans les deux cas, en tout cas, dans ma vision des choses, c'est pas sain. Donc, si on décide d'être dans ce paradigme-là en tant que kamite, déjà, on ne peut pas s'appeler kamite parce que ça veut dire qu'on s'inscrit dans un paradigme qui est à l'opposé du système ancestral, en fait. Ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les textes. Même les illustrations le démontrent, comme j'ai donné l'exemple. Notamment, après, on connaît aussi les célèbres illustrations de Akhenaton avec Nefertiti, dans leur nom, en tout cas, grécisé. Donc, finalement, quel est l'intérêt de s'inscrire dans un système qui nous monte plus les uns avec les autres, et on voit les résultats aujourd'hui parce qu'on voit à quel point dans notre communauté, là du coup je vais dire noire dans le sens générique du terme, il y a cette tension entre l'homme et la femme noire, et même dans la communauté kamite, moi pour avoir lu, quand j'ai osé parler du matriarcat sur ma chaîne, j'ai eu des hommes noirs et peut-être même qui se revendiquaient kamites, qui ont dit des choses qui étaient complètement en dehors de notre paradigme. Parce qu'il y a ce côté, oui, non mais vous les femmes, vous ne nous laissez pas de place, ce qui est vrai, mais il faut savoir aussi pourquoi on ne la donne pas. Donc il y a encore une fois tout ce processus de guérison qui est essentiel et de reconnexion à notre paradigme où il n'y a plus de l'homme contre la femme, mais l'homme avec la femme avec l'homme. Et de retrouver cette harmonie-là qui est difficile à trouver, mais la guérison, encore une fois, c'est la solution. Quand on a guéri de nos blessures, les choses sont beaucoup plus saines. Il faut guérir les relations qu'avaient nos parents, avec nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, guérir nos relations passées aussi. Et après, on comprend que les choses, en fait, théoriquement, doivent être très, très simples. En tant que kamite, non. En tant que noir, peut-être, mais en tant que kamite, non. On ne peut pas se revendiquer kamite si on est dans un paradigme locoderme. Encore une fois, moi je pars du principe, en tout cas dans ma définition d'être kémite, c'est qu'on décide de se réinscrire dans le paradigme ancestral, ou en tout cas on essaye d'être au plus proche de ce paradigme ancestral-là, non pas juste parce que notre histoire est grande, où notre culture est belle, mais parce qu'on a une volonté politique de reconstruire notre continent et notre peuple sur des vraies bases et pas par rapport aux autres en fait. Donc étant donné que comme je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais dans ma vision des choses, une nation forte ne peut pas se faire sans une famille forte, et une famille forte ne peut pas se faire sans un couple fort, puissant. Enfin, c'est même pas juste une question de force. Force, c'est trop, c'est puissant dans tous les sens du terme, spirituel, intellectuel, et dans l'amour aussi. Donc, alors, on sait qu'on est en guerre, et ça ne date pas d'hier, hein, ça fait très très longtemps qu'on est en guerre, que les autres peuples sont en guerre contre nous. Donc, il y a une reconstruction qui est nécessaire. Donc, par rapport à cette question, moi, je suis moi-même issue d'un couple mixte. Donc, je le dis très honnêtement, j'ai pas du tout un avis objectif sur la question, parce qu'il y a ma propre expérience qui se rajoute, et aussi aux choses que j'ai pu observer dans mon entourage. Mais je pense que c'est une chose, ce que j'espère les personnes qui regardent cette vidéo savent, c'est que on vit dans une société qui est profondément raciste. Et donc, à partir du moment où on est, ou même qu'on vit dans une société profondément raciste, ça veut dire que inconsciemment, ou consciemment pour certains, mais ça va être souvent inconsciemment, on a intériorisé, on a validé, on a accepté des biais racistes que nous-mêmes on va répéter, même si on est noir, ok. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde, encore une fois, même si en effet le racisme est né dans les sociétés, disons locodermes, eurasiatiques, mais à partir du moment, qu'on le veuille ou non, qu'on vit dans une société raciste, malheureusement, on va nous-mêmes copier ces réflexes-là, ces réflexes racistes. Donc
à partir de ce moment-là, on a inconsciemment des réflexes, des pensées, des choix qu'on va faire, non pas par objectivité, mais parce qu'on a intégré ce racisme-là. Et ça se voit notamment dans les relations. Dans les relations qu'on décide de tisser avec les gens, dans le rapport qu'on va avoir aux gens, c'est-à-dire qu'il y en a parce que si tu es noir et que tu vas voir une personne noire, tu vas pas lui parler de la même manière. Moi, parenthèse, hein, mais moi, je suis souvent choquée quand je rentre dans les épiceries africaines. Les gens se parlent mal entre eux, je comprends pas pourquoi. Alors que les gens, quand ils rentrent dans un carrefour, j'ai pas l'impression qu'ils parlent mal comme ça aux gens. Donc tout ça pour dire que ça, ce sont des mauvais réflexes-là qu'on a intégré cette négrophobie-là. Et malheureusement, qu'au lieu de la guérir et de la stopper, non seulement on l'a intégrée, mais en plus, on l'intensifie avec nos propres frères et nos propres sœurs. Bref. Donc, notamment dans les relations amoureuses, c'est assez flagrant. Et je suis persuadée, et ça même la psychologie le dit, que tous nos choix, notamment amoureux, sont liés à des schémas qu'on a vus, qu'on veut répéter, qu'on ne veut pas répéter, mais qui nous influencent. La relation de nos parents, la relation avec nos parents, les traumatismes qu'on a pu avoir, etc. dans le passé, qui font que malheureusement, nos choix amoureux ne sont pas du tout... nos choix amoureux ne sont pas du tout juste dans le pire. Oh, on est tombé amoureux. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Je suis désolée de casser la naïveté, mais nos choix, malheureusement, sont souvent des schémas qu'on répète inconsciemment et souvent, malheureusement, des schémas négatifs, des schémas. C'est quoi le terme? Des schémas malsains qu'on va recopier de nos différentes expériences passées, ou même de nos traumatismes transgénérationnels. Donc aujourd'hui, croire qu'on décide d'être avec une personne d'une autre communauté parce qu'on est tombé amoureuse d'elle, je vais dire un truc choquant, mais c'est un peu naïf en fait. C'est un peu naïf parce que malheureusement, on est juste en train de répéter des vieux schémas. Des schémas que pour s'en sortir dans la vie, il vaut mieux être avec une personne qui n'est pas noire parce que c'est déjà assez compliqué. Parce que pour les femmes, les hommes noirs, ils sont tous infidèles ou ils vont partir dès que je vais tomber enceinte de lui. Les femmes noires, c'est tous des folles. Elles vont nous traiter comme du n'importe quoi, etc., etc., etc. Donc, je sais que ça va plaire à très peu de personnes, mais en tout cas, moi, en tant que kémite, ou en tout cas en tant que kémite qui est en train de se construire dans ce paradigme-là, je sais que c'est d'avant tout une décision politique d'être kémite. C'est pas juste connaître mon histoire. Ça, tout le monde peut connaître notre histoire. Tout le monde peut savoir les grandeurs qu'ont pu faire nos ancêtres. Tout le monde peut connaître notre culture, mais ça ne veut pas dire qu'on est kémite. On est kémite à partir du moment où on décide, où on comprend l'aspect politique, que tous nos choix sont politiques. Ce qu'on achète, ce qu'on porte, notre façon de parler, ce qu'on décide de montrer à nos enfants, à nos parents, etc. Et donc, le couple, comme je l'ai peut-être dit aussi tout à l'heure, une nation puissante ne se fera pas sans une famille puissante ou des familles puissantes. Et des familles puissantes ne peut pas se construire sans un couple puissant, sans une femme et un homme puissant. Donc si on a cet objectif concret de vouloir reconstruire notre peuple et de pouvoir enfin être complètement indépendant et être à la hauteur de nos ancêtres, ça va se faire d'abord par le couple et par des couples qui sont à l'image de nos ancêtres. En tout cas, pour moi, d'une partie de mes ancêtres. Donc, les couples mixtes, je ne suis personne pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Mais à partir du moment où on est dans une démarche politique, et non pas juste nos ancêtres ont tout inventé, ça ne peut pas se faire sans avoir un couple kémite, entièrement. Ce n'est pas pour la renaissance kémite. C'est peut-être dans un idéal universaliste que je ne partage pas du tout, mais bon, peut-être si on est dans cette idée que l'humanité est une et qu'il faut tous qu'on sauve nous-mêmes, pourquoi pas. Mais si on est dans une démarche kémite, non, c'est pas compatible. Pour moi, oui. Parce que le kémitisme a une place beaucoup trop importante dans ma vie pour que je me dise que ça n'a pas d'importance dans le choix du partenaire parce que quand on choisit quelqu'un, ça veut dire qu'on se connaît assez pour savoir ce qu'on veut
pour notre vie, pour nos enfants, etc. Donc, s'il y a des frères qui sont thérapeutes, j'aimerais avoir leur contact parce qu'on manque de frères thérapeutes. On a de la chance d'avoir des sœurs thérapeutes, des sœurs kamites thérapeutes qui nous aident et qui sont dans notre paradigme, qui nous aident à guérir de nos blessures. On ne peut pas être avec quelqu'un, on ne peut pas construire un couple ou une famille ou quoi que ce soit si notre relation avec nous-mêmes est déjà complètement biaisée, complètement détruite en fait. On doit se reconstruire, déjà ça. Donc déjà, il faut aller en thérapie. La deuxième chose, c'est en effet... oui, comme tu dis, avoir des personnes qui nous expliquent. Avant, c'était la famille, mais malheureusement, on peut plus tous compter sur la famille pour nous expliquer comment un couple dans l'ancestralité doit fonctionner, comment une famille doit fonctionner. Donc, à nous de créer nos propres familles kamites, nos propres modèles, et avoir des personnes qui sont dans des couples kamites exemplaires, ou en tout cas qui sont dans cette démarche-là, de aussi nous donner leurs explications, de trouver les solutions et de pointer les problèmes et d'être capable de donner les solutions pour qu'un maximum de couples kamites puissent se former et surtout bâtir la nation qu'on veut tous voir. Donc, la personne que j'étais il y a ne serait-ce que 4 ans et la personne que je suis actuellement est complètement différente parce que je suis justement dans cette construction kémite. Donc, c'est sûr que cette prise de conscience-là, selon moi, elle est nécessaire pour être sûr que le ou la partenaire qu'on va choisir sera aligné. Je pense que la question d'alignement, elle est aussi hyper importante. C'est pas, encore une fois, c'est pas juste une question de je trouve la personne belle ou même intelligente ou la personne a de l'argent. C'est est-ce que vous avez la même vision de tout, c'est-à-dire du foyer, de la vision que vous avez du continent, etc., etc. Donc pour ça, ça demande forcément une prise de conscience kémite de qu'est-ce que je veux, qui je suis. Est-ce que je connais véritablement mon histoire? Si je ne la connais pas, qu'est-ce que je dois découvrir? Et culturel aussi, parce que c'est pas uniquement l'histoire. Encore une fois, c'est pas juste nos ancêtres ont tout fait. C'est culturellement comment ils s'organisaient, quel était leur paradigme culturel, et surtout comment on peut l'adapter ou le réapproprier aujourd'hui. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu un piège aussi dans lequel on pourrait tomber, qui est de nos ancêtres faisaient comme ça, donc il faut qu'on fasse exactement la même chose aujourd'hui. Sauf que nos ancêtres, ils ont mis des centaines d'années, voire des millénaires à appliquer ce qu'ils faisaient à une certaine époque. Et il faut pas oublier que le monde dans lequel on est aujourd'hui n'a strictement rien à voir avec le monde d'il y a 1000 ans chez nos ancêtres, même s'il y avait déjà il y a 1000 ans l'esclavage dit arabo-musulman. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a quand même enchaîné énormément de traumatismes et de guerres et de combats contre notre peuple qui font que la société a dû s'adapter à ces différents traumatismes, mais n'est certainement pas la plus optimale par rapport si on n'avait pas eu justement toute cette prédation-là. Donc je pense que c'est important d'être en reconnexion avec notre ancestralité dans tous les domaines de la vie, politique, spirituelle, etc. Mais il faut rester quand même dans le concret parce que ça suffit pas de connaître notre histoire pour pouvoir relever un peuple. Mais il faut aussi donc être dans cette prise de conscience-là, être aussi dans l'action, c'est-à-dire que tous les jours, qu'est-ce que je peux mettre en place, moi, pour m'élever et pour élever mon peuple. Et du coup, à partir du moment où on est dans cette démarche-là, en tout cas, pour moi, ce n'est pas possible d'être avec quelqu'un qui n'a pas la même démarche parce qu'on ne serait juste pas du tout dans la même vision des choses, en fait. Mais parce qu'ils ont, je pense, pour moi, ma théorie, c'est qu'ils ont intégré un paradigme sur lequel ils se sont intégrés sur ce paradigme-là, et même s'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, mais ils ont déjà un petit peu le mode d'emploi, tu vois ce que je veux dire? On dit, voilà, qu'est-ce que doit faire la femme, qu'est-ce que doit faire l'homme? Donc à partir du moment où ils ont trouvé la personne qui a le même mode d'emploi, qui est par exemple l'islam, théoriquement, je dis bien théoriquement parce que j'ai des exemples que ça ne marche pas toujours, mais théoriquement, ils ont la même base, tu vois. J'avais un frère qui expliquait que il faut qu'on soit dans le même logiciel. Un couple, c'est une femme et un homme qui partagent le même logiciel. Et c'est pas forcément que dès le départ, ils ont le même logiciel, mais c'est qu'ils ont la capacité de faire chacun une mise à jour du logiciel pour que leurs deux logiciels deviennent compatibles, tu vois. Et le problème, je pense, ce qui est un problème par rapport aux autres noirs qui sont dans les religions ou qui n'ont pas de religion du tout, c'est que nous, on n'a pas ce mode d'emploi-là. C'est que nous, on a oublié que
encore une fois, je crois que je l'ai beaucoup dit dans cette vidéo, mais encore une fois, il ne suffit pas simplement de connaître notre histoire et connaître notre culture pour réussir dans l'aspect de la famille, de la nation, etc. L'amour, c'est la base. Sinon, on n'aura rien d'autre. Sauf qu'on a un peu oublié cette partie-là. Parce qu'il n'y a pas, oui, on n'a pas de modèle de ça, on n'a pas d'exemple et encore une fois, cette histoire de mode d'emploi. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais à partir du moment où on est dans une démarche de vouloir construire quelque chose de vraiment solide, bah, on sait qu'il y a des questions à poser dès le départ, en fait. C'est pas juste, ah, bah, je rencontre quelqu'un qui me plaît et on voit au fil enfin, dans ma vision des choses, hein, on voit au fil du mois si ça marche et dès le début, quelle est ta vision? De ça. Est-ce qu'on est compatible? Est-ce que ça, on peut peut-être trouver un terrain d'entente? Donc, en fait, dès le début, théoriquement, on devrait savoir si la personne, c'est possible ou pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on parle nos ancêtres demandaient notamment l'autorisation des ancêtres avant de faire quoi que ce soit. Et les ancêtres avaient, je pense, nos ancêtres ont la capacité de nous dire cette personne, peut-être que dans 1 an ça ira, mais en fait dans 40 ans ça n'ira pas parce qu'en fait vous n'avez pas la même vision des choses, tu vois. Donc en fait il y a tout cet aspect-là qui est, je pense aujourd'hui, quand même pas mal abordé, hein. Enfin en tout cas ces dernières années, j'ai quand même, moi personnellement, tout ce que je vous dis, ça sort pas de ma tête, hein, c'est que je l'ai écouté, je l'ai lu. Certes après il y a mes propres réflexions, mais c'est des choses que nos savants et les personnes qui ont accès à cette connaissance expliquent. Après, il faut l'appliquer. Il ne faut pas être dans cet idéal romantique, entre guillemets, que bon, bah, quand tu rencontres la personne, c'est un coup de foudre et puis après, ils vécuraient heureux et ont beaucoup d'enfants. C'est beaucoup plus complexe que ça. Encore une fois, quand on est dans une démarche de kémétisme, pour moi, c'est un choix politique. Donc, c'est presque qu'on n'a pas vraiment le temps d'être dans ce romantisme de « oh, on verra ce qui va se passer ». Et ça ne veut pas dire que l'amour, il n'y a pas d'amour dans le couple, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'il y a une vision beaucoup plus à long terme qui, moi, personnellement, me rassure et me dit que si là, ce que je suis en train de construire avec cette personne-là, c'est parce qu'on va dans la même direction et nos enfants iront dans la même direction que nous. Moi, pour te dire, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit oui, je n'arrive pas à trouver de personnes qui soient kémites. J'arrive pas à trouver de femmes kémites ou d'hommes kémites. Et je sais pas où les trouver. Bah, vous proposez une solution, tout simplement. Encore une fois, c'est des personnes qui m'ont contacté, hein, qui m'ont même demandé, oui, comment faire en fait pour trouver mon partenaire qui correspondra à mes valeurs et avec qui, voilà, je pourrais aussi reconstruire ma vie. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé, ça veut dire qu'il y en a certainement des centaines d'autres qui se posent la même question, mais qui ne trouvent pas la réponse. Donc, à un moment, c'est vrai, encore une fois, ça casse le mythe de l'amour en un regard, on va tomber amoureux, tout va bien se passer, qu'on veut nous vendre à la télé, etc. Mais moi, je pense que c'est vraiment nécessaire. Il y en a peut-être qu'il y en a certains, je pense que ça doit les faire rire, mais en attendant, quelles sont les autres solutions qu'on peut proposer ? Tant que les autres n'ont pas d'autres solutions, il faut mieux se taire, en fait. La première chose, c'est d'aller tous en thérapie. Non, j'aime profondément mon peuple et je sais qu'on va y arriver, je le sais, mais il faut juste qu'on se donne les moyens. Et pour moi, véritablement, nos guérisons, entre guillemets, individuelles et la constitution de couple est vraiment la base. Vraiment, ça, j'en suis persuadée. Et l'échange qu'on a eu m'a permis aussi d'avoir pas mal de réflexions là-dessus. Il y a certainement plein de choses après que j'aurais voulu rajouter, mais en tout cas, je pense que véritablement, c'est le couple, c'est la base pour notre reconstruction, pour notre élévation. Et donc, l'idée n'est pas de cracher chez oui, les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Non, en fait, on n'a plus le temps de faire ça. Je vois beaucoup de gens faire ça et c'est dommage. Là, on n'a plus le temps, en fait. Travaillons sur nous-mêmes, œuvrons sur nous-mêmes, élevons-nous entre guillemets individuellement et je pense qu'après les choses seront beaucoup plus simples, seront beaucoup plus saines aussi et ça évitera beaucoup de problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Puis avec ma petite sœur qui pourrait être ma fille, ta fille là, hein, voilà, parce que voilà, elle a quasiment l'âge de ma fille, une femme très belle, aussi belle intelligente et encore une fois un grand respect pour toi parce que faut savoir que c'est le premier interview de Keep It Love Ujima et tu nous as fait l'honneur d'accepter
Et franchement, je te remercie beaucoup, beaucoup et je te souhaite plein de bonnes choses et on va travailler pour contribuer en fait à... C'est pas ta réussite, mais à ce que tu puisses en fait continuer ton travail et ne jamais arrêter et qu'on puisse vraiment éveiller le maximum, alors pas nous mais toi parce que nous c'est pas notre boulot, tu vois, éveiller le maximum de jeunes parce que t'es l'avenir en fait, toi et tous ceux qui vont venir derrière. Haché. Je te fais un gros bisou. Oh, merci.